Merci beaucoup. C'est maintenant l'heure dans toute liberté sur LCI. Une heure de décryptage, de débat sans tabou et sans langue de bois. En somme, en toute liberté. On est ensemble jusqu'à 10h. Ça n'arrive qu'en France. Il était une fois Juliette. Oui, je vais vous raconter un conte aujourd'hui. Une jeune fleuriste de Caudry dans le Nord. Pendant la Toussaint, elle s'est levée à l'aube. Elle a travaillé sans relâche pour fleurir les tombes. Et pendant qu'elle travaillait, des voleurs, des enfoirés en sorte l'ont cambriolé. Ils ont tout pris, 6 000 € de toute sa recette, un peu de sa foi dans le monde. Alors Juliette a pris son téléphone et elle a fait une vidéo en larmes. Elle a dit sa détresse. Autour d'elle s'est déclenchée une chaîne locale de solidarité. Mais Juliette, elle ne voulait pas de cagnotte parce qu'elle craint à la fois les escrocs et la pitié. Elle veut juste vivre de son travail. Et au bout de la toile, figurez-vous qu'un homme l'entend. Éric Larchevêque, cofondateur de Ledger, fortune estimée à 340 millions d'euros. Touché, il écrit « Je viens de contacter Juliette. Elle n'est pas prête pour la commande qui va arriver. J'ai décidé de fleurir ma maison et chez moi, c'est très grand. » Et voilà comment une fleuriste du Nord et un millionnaire de la tech ont inventé la solidarité à la française. Comme quoi, parfois, les contes de fées existent encore. Il suffit d'y mettre un peu de cœur et beaucoup de fleurs. Le pouvoir des fleurs, ça n'arrive qu'en France. Et voilà, et maintenant, pour ma petite chorégraphie du jour, et je passe derrière vous, Nicolas Dose. Bienvenue. Bonjour. Merci. Bienvenue chez vous. Bienvenue chez vous. Comment ça va, Nicolas? Bonjour. Ça va. Bonjour Eva Morletto, vous êtes notre journaliste italienne bien aimée. Tout va bien? Tout va bien en Italie? Bien. Tout va bien en Italie, dis donc, Nicolas, non? Ça va plutôt pas mal en Italie. En Italie, on arrive à faire certaines réformes structurelles, qu'on soit de gauche ou de droite, qui sont plus difficiles à faire passer en France. Puis ce pays a bénéficié quand même du soutien intellectuel de gens assez bien corsetés, comme Enrico Letta, comme Mario Draghi, par exemple. Et du soutien financier de l'Europe. Oui, largement. C'est vrai qu'ils ont été, oui. Ils ont été gros bénéficiaires des plans de relance européens, y compris d'ailleurs Portugal aussi, qui a eu un gros prêt de 78 milliards d'euros. Ça aide, mais s'il n'y a pas de volonté politique derrière, vous pouvez mettre tous les milliards que vous voulez. Si c'est du sable, on sait comment ça file. Des milliards dans du sable. Christophe Barbier qui boit son café, et ça c'est normal parce qu'il est là depuis 2h30 du matin. Et puis Guillaume Auda, grand reporter et chroniqueur international. Alors on va parler. On vous a gardé, on vous a ligoté à votre siège, Nicolas. J'ai bien vu. Comme d'habitude. Parce qu'on va parler de la Sécu après 2 semaines d'improvisation fiscale. L'expression est l'économiste prix Nobel d'économie Philippe Aghion. Le gouvernement entame l'examen du budget de la sécurité sociale et pour fêter ça, la Cour des comptes a offert hier aux parlementaires un beau cadeau, un rapport qui évoque la perte de contrôle des finances sociales dans une période sans crise majeure, dit la Cour des comptes. En 2019, la Sécu était à l'équilibre. Ça a été une année exceptionnelle, c'est l'une des seules. Hein. Ah ouais, bon. Aujourd'hui, le trou dépasse les 20 milliards d'euros. Nicolas, il continue de se creuser et surtout les 2 mesures les plus structurantes du budget, c'est-à-dire le gel des prestations sociales et le doublement des franchises médicales, ont été soit abandonnés, soit retoqués. Donc, résultat, la moitié des économies prévues pour 2026 s'est évaporée avant même, enfin, au milieu du débat parlementaire. Qu'est-ce qui se passe, Nicolas? Qu'est-ce qu'on va devenir? C'est un dérapage incontrôlé ou si simplement un ajustement politique? Non. Le fait que ce soit hors de contrôle, c'est absolument vrai. Le fait qu'il y ait plus de dépenses que de recettes, c'est absolument vrai. Le fait qu'en 2 ans, le déficit a doublé, c'est absolument vrai. Mais comme je disais ce matin, si je vous dis là tous autour de cette table, rendez-vous compte, notre déficit sera de 80 ou sera de 12. En fait, on n'en sait rien. Non. Personne n'en sait rien. Ça a doublé, c'est beaucoup. On vit avec. Le trou de la Sécu, je suis né avec, je vais mourir avec. Et alors, tout fonctionne. Si vous allez aux urgences aujourd'hui, vous serez soigné, vous n'avez pas l'impression. À quand ça devient compliqué. Vous n'avez pas l'impression que le truc ne fonctionne pas. À aucun moment, on va vous annoncer la facture de ce que ça coûte effectivement à la collectivité. Il est absolument impératif de faire payer davantage les assurés sociaux pour que le truc tienne. L'histoire des doublements des franchises médicales avec 2 plafonds à 100 €, ça nous laissera quand même avec le reste à charge le plus bas du monde, malgré tout. Si on a doublé le déficit en 2 ans, c'est pour 2 raisons. La principale, c'est qu'on a totalement indexé les pensions de retraite, les années de forte inflation. Quand on indexe les pensions de retraite et qu'on a plus de 5% d'inflation, d'un coup d'un seul, vous avez 15 milliards supplémentaires qui s'en vont. C'est dément, non? Il fallait absolument, alors que dans le même temps, les salariés ne voyaient pas leur rémunération augmenter de 5,2%. Il aurait fallu une non-indexation ou une sous-indexation. Et le deuxième élément qui a tout fait
périclité, c'est le Ségur de la santé. Alors tout le monde était d'accord pour dire que la rémunération des soignants était trop basse en France. Donc quand on fait une opération à 10 milliards... C'était combien le Ségur ? 10 milliards d'euros. Ouais. Alors quand on fait 10 milliards d'euros comme ça, c'est comme quand on décide de supprimer plus de 22 milliards de taxes d'habitation, ça se finance, ça se compense. Si tout ça est fait sans financement, il y a un moment, ça ne passe plus. Mais ce que dit la Cour des comptes, on est tellement habitué à vivre avec que ça n'émeut personne aujourd'hui. C'est incroyable qu'on ait un tel organisme, Christophe, et que personne n'écoute. C'est quand même dingue. Oui, et la Cour des comptes n'a pas de pouvoir coercitif. Elle n'est pas coercitive, elle ne peut rien imposer. Si, on pourrait mettre dans la Constitution, à divers endroits, la règle d'or. Mais c'est l'essentiel, c'est la clé. Christophe, j'ai une autre question pour vous. Est-ce qu'on ne touche pas là à un tabou français, celui d'une sécurité sociale qu'on n'ose plus réformer, même quand elle s'effondre, ce que vient de dire Nicolas d'ailleurs? Henri Guénaud, qu'on connaît bien, a dit un jour « La santé n'a pas de prix, mais elle a un coût, c'est stupide. La santé n'a pas de prix, point. Quand vous êtes malade, que vous allez aux urgences, quand votre enfant a 42 fièvres, vous foncez, vous vous dites pas « Ah non, il y a le trou de la sécu, je vais pas soigner mon enfant. » Donc en effet, la santé a un prix. Et néanmoins, pour le décideur public, on doit prendre en compte son coût. On a un véritable problème là, structurel de relation à ce service public formidable qu'est la sécurité sociale. C'est essentiel, formidable, c'est formidable. Les 80 ans de la sécu. Oui, absolument. C'est-à-dire que l'assuré ne se pose pas la question du déficit de la sécu, du trou de la sécu. C'est donc le législateur qui doit se poser en permanence cette question. 2026 se présente sous de très mauvais auspices. On l'a dit la dernière fois, 1,6% d'augmentation de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, c'est de l'utopie. On décrète comme ça qu'on fera qu'1,6. C'est comme ça, le budget, il est très joli sur le papier. Mais s'il y a une épidémie de grippe, même s'il y a juste un hiver normal, on fera beaucoup plus qu'1,6% d'augmentation de dépenses d'assurance maladie. On est donc déjà en train de préparer l'émission de novembre 2026, quand vous nous demanderez de traiter « Ah ben le déficit de la Sécu est à 32 milliards ». Le seul moyen pour que ça tienne, cette histoire, c'est faire payer, évidemment exonérer les plus faibles. Et c'est déjà le cas avec l'histoire du doublement des franchises. Les CMUC ne sont pas concernés, les femmes enceintes non plus, les enfants de moins de 18 ans non plus. Les petits bobos de la vie de tous les jours, il faudra les payer de sa poche. Et la Sécu sera là pour payer les gros coûts de la vie. C'est la seule solution, sinon ça ne fonctionnera pas. Mais ce qui est dingue, attends, je finis avec ça, la France est quand même l'un des pays les plus redistributifs du monde, totalement. Fiscalement, socialement, et pourtant, l'obsession des politiciens, c'est l'égalité. Oui. C'est aussi l'obsession des Français. Oui, mais la justice fiscale, la justice sociale, c'est devenu un concept, c'est devenu un argument marketing politique. Quand on alors le problème, c'est que c'est très facile de dénoncer l'injustice fiscale, l'injustice sociale. Vous avez vu, ça prend 4 mots. Si moi, je dois prendre chacun des items et apporter les éléments d'argumentaire pour dire que précisément, on ne peut pas parler d'injustice fiscale, notamment sur le plan monétaire en France, eh ben, ça va pas me prendre 4 mots, ça va m'en prendre 400 et encore faut-il avoir l'attention des gens pour 400 mots. Et Guillaume, Amélie de Montchalin, hier, la ministre des Comptes publics annonce 1 milliard supplémentaire centré sur les hôpitaux. C'est quoi? C'est un sparadrap sur une plaie avec l'infection à l'intérieur, Nicolas? Je ne saurais pas vous répondre. Mais c'est vrai que j'écoute. Oui, enfin, on n'a pas de quoi mettre 1 milliard sur les hôpitaux. Ouais. En plus, le problème de l'hôpital, c'est un énorme problème managérial. On a plus de 30% de l'effectif de l'hôpital français qui n'est pas soignant. La norme habituelle, c'est plutôt 20%. On a 10 points d'effectifs non soignants en trop. Là, il y a un sujet de fond, un sujet structurel. On écoutait hier chez David Pujadas Nicolas Dufourcq, patron de BPI France, qui commet un livre d'entretien avec les principaux responsables politiques depuis, on va dire, les 40-50 dernières années, pour expliquer que 60% de la dette publique, c'est de la dette sociale. Et il y a un moment, il va falloir qu'il y ait une forme de transparence sur combien ça coûte. Effectivement, ne serait-ce qu'on vous montre une facture virtuelle lorsque vous quittez l'hôpital avec le montant réel. On dit, voilà, le reste à charge, c'est à peu près 290 € en moyenne par an. La facture moyenne d'un patient annuel, elle est de 3500 €. Ouais. Vous savez que, pardon, je parle de moi, mais ma mère a été très gravement malade, elle a été soignée à l'hôpital. Mais là, il faut que le système soit là. Ils l'ont sauvée, d'accord ? Mais bien sûr. Ils lui ont mis deux aortes une aorte en plastique. Vous imaginez le truc. L'opération, le personnel que ça mobilise, etc. Je suis descendue pour régler la fin de son séjour, sa note. J'ai dû 23 €. C'est une opération, je n'aurais pas pu sauver ma mère, je n'aurais pas pu la sauver. Aux États-Unis, bien sûr que non. Je ne sais pas comment j'aurais fait, mais c'est simple. Donc, je trouve ça incroyable, je ne comprends pas pourquoi au moins on ne dit pas, écoutez madame, vous payez 23 €, mais
ça nous a coûté 450 000. C'est démentiel. Et c'est pour ça qu'à un moment, il va falloir assumer des décisions qui, effectivement, coûtent aux gens. Et on ne pourra pas faire payer que 2000 foyers pour l'ensemble des dérives des comptes sociaux aujourd'hui. Donc, effectivement, le taxi sanitaire, ça va être moins bien remboursé. Ça va être plus contraignant. Peut-être que la cure thermale, il faudra la payer de sa poche, c'est possible. Peut-être qu'effectivement, il va falloir mettre un peu plus d'argent par boîte de médicaments. De toute façon, avec un plafond. Enfin, il y a quand même des choses. Il va falloir peut-être sous-indexer, effectivement, les pensions de retraite pendant quelques années. Eva ? Par exemple, je me permets de nuancer un peu la situation catastrophique en France, parce que si on regarde l'Italie, où, par exemple, les médecins sont beaucoup moins remboursés, et spécialement les spécialistes. Si on va chez un gynéco, chez un cardiologue en Italie, on dépense aux alentours de 150 €, 200 €, ce qui n'est pas le cas en France. C'est beaucoup mieux remboursé. En secteur 2, ça peut. Oui, ouais. Mais disons que les spécialistes, quand on va les voir privatement, sont beaucoup mieux remboursés en France qu'en Italie. On a quand même un trou dans la Sécu de 40 milliards d'euros qui s'est creusé ces dernières 5 ans. L'année dernière, l'État a dû transférer pour équilibrer les bilans de la Sécu 180 milliards. Donc, si on voit comment ça marche, le système français, c'est plutôt pas mal. Encore, en Italie aussi, on a un système similaire qui est gratuit. On accède gratuitement aux soins. Sauf que, souvent, il y a des attentes très très longues, et donc qui font que les gens passent souvent par les côtés privés. Mais ça marche parce qu'on a mis en place quelque chose qui s'appelle la COS, la Banque de la Sécurité sociale, qui a un pouvoir souverain absolument extraordinaire, le pouvoir de placer de la dette comme l'État français et d'engranger de la dette venant des marchés extérieurs pour financer le système. Alors effectivement, oui, pour l'instant ça tient, mais la petite nouveauté dans ce que dit la Cour des comptes, c'est attention au risque de liquidité. Et vous savez, le risque de liquidité, c'est là où on passe de vie à trépas quand on est une entreprise. C'est là où on peut passer de situation stable et soutenable quand on parle d'engagement public à situation tendue, voire crise financière. Bref, Nicolas, derrière les chiffres, ce déficit annonce un problème plus large, c'est-à-dire celui d'un modèle social qui ne sait plus s'adapter à la réalité. Non, mais il est normal que démographique d'ailleurs. Mais il est normal que le modèle social ait une difficulté. On met en place, ce système voit le jour en 1941 d'ailleurs. Le système de retraite notamment. C'est à cette époque-là que c'est mis en place. On met ça en place. On a pratiquement 5 actifs pour un retraité. Aujourd'hui, on a en moyenne 1,7 actifs pour un retraité. Dans la fonction publique, on a quasiment 1 pour 1. Il est évident que le truc a un problème pour fonctionner. Il est évident que ça ne peut pas continuer comme ça. Donc il est évident qu'il faut modifier le mode de financement de ce système de sécurité sociale universelle auquel c'est vrai on est très attaché et qui a des aspects notamment sur la santé absolument comme Eva le rappelait. Voilà, qu'il est impératif de sauver. Donc il faut penser à la chose autrement. Qu'est-ce qui relève de la solidarité qui doit être payée par l'impôt? Qu'est-ce qui relève vraiment de l'assurance qui doit être payée par des cotisations prises sur le travail? Faut-il donner une plus grande part à l'impôt pour financer la protection sociale, pour alléger le travail et notamment l'histoire de la TVA sociale? Enfin, toutes ces questions-là, aucune n'est posée dans le débat que nous vivons en 2026. Est-ce que des gens vont avoir le courage de la poser en 2027? Et c'est là-dessus qu'on va conclure. Il faut espérer qu'on fera nos choix en 2027, le choix du président de la République sur ces critères-là. Sauver ce qui doit être sauver, ce qui est essentiel à notre démocratie sociale, les retraites et le système de soins. Voilà. Et qu'on ait des candidats assez courageux pour nous dire voilà ce que je propose, voilà ce que ça vous coûtera. Le demain on rase gratis, demain on soigne gratis, ça sera totalement démagogique. Mais la démagogie parfois dans les élections ça plaît beaucoup. En 1996, on crée une caisse provisoire pour éponger la dette sociale avec un impôt provisoire pour éponger la dette sociale. La CADES provisoire est toujours là et ne disparaîtra pas avant 2033. Et la CRDS est toujours là et ne disparaîtra pas avant la fin de la CADES. Qui dure. Oui, mais spécialité française. Oui, mais le problème, c'est que vous voyez le nombre d'années qu'on accumule, là, le nombre d'années Et c'est en déficit, malgré ça. En plus. Et c'est en déficit. Merci, Nicolas. C'est un plaisir. Enlevez la corde qui vous ligote sur votre fauteuil. Et de toute façon, on vous retrouvera demain, évidemment, chez Jean-Baptiste Boursier. Tant qu'il y a de la dette, il y a du dose. Excellent. Et des taxes. Il y a de la dose, il y a du bon. Et des taxes, je serai toujours là. Allez, c'est le à la une. Deuxième partie. Et pendant que Nicolas Dose s'en va, Stéphane Smith revient parce qu'on vous a reçu pour votre excellent livre sur la Fenberg Barca aux éditions Grasset la semaine dernière, Stéphane Smith. Mais on profite du fait que vous soyez de passage à Paris parce que vous êtes un des tout meilleurs spécialistes de l'Afrique. Vous avez été journaliste en France très longtemps.
sur les problématiques africaines. Et donc là, ce qui se passe, c'est cette guerre sans témoin au Soudan, entre le chaos et le silence. Au Soudan, est-ce qu'il faut craindre de nouveaux massacres dans la région du Darfour ? Il y a quelques jours, 2000 personnes auraient été tuées par un groupe paramilitaire. Ces derniers ont pris la ville d'Al-Shafer. Les témoignages sont terrifiants. Ils relèvent clairement du crime contre l'humanité. Vous allez nous le confirmer, Stephen Smith. Plusieurs ONG mettent d'ailleurs en garde contre le risque de génocide, carrément. Florence de Juvigny. Après 500 jours de siège, entrée triomphale des hommes des forces de soutien rapide. Dans El Fachir, dernière grande ville qui leur résistait encore, au Darfour. En bleu, le territoire qu'il reste à l'armée régulière, après 2 ans de combat. Depuis dimanche, communication coupée. Sur ces images satellites analysées par des experts, des taches rouges au sol, des formes aux dimensions humaines. Le signe d'exécution de masse, juste dans cette maternité, 460 habitants ont été tués selon l'OMS. Eux tentent de quitter la ville, à pied, sous les tirs. 65 000 personnes, un quart des habitants ont fui, avec des récits de violences sexuelles, de tueries. Ils nous ont rassemblés, on devait être 300, et ils ont tué tout le monde autour de moi. S'ils ne nous tuent pas, c'est la soif et la faim qui nous tueront. C'est l'humiliation suprême. Ces mêmes troupes paramilitaires ont déjà commis un nettoyage ethnique dans la région en 2023. L'ONU réclame l'ouverture d'une enquête. L'ONU réclame l'ouverture d'une enquête. Cette phrase semble dérisoire par rapport à ce qui se passe. On va y revenir, mais juste un mot sur ce reportage. C'est une catastrophe qui est prévisible, qui était prévisible. Elle était parfaitement prévisible puisque le siège de Al-Facher a duré 18 mois, c'est-à-dire plus de 500 jours. On savait très bien qu'à l'extérieur de la ville, il y avait un groupe des paramilitaires, des écorcheurs. À l'intérieur, oui, puisqu'ils sont, comme votre reportage le disait, dans une logique d'épuration ethnique. La défense de la ville était assurée à la fois par l'armée gouvernementale, mais aussi par une résistance populaire. Donc il était logique que le sac de la ville s'accompagnerait de massacres. On pouvait le prévoir depuis 500 jours. Rien n'a été fait. Aujourd'hui, on découvre que les assaillants sont entrés dans la ville. Ils vont dans les hôpitaux où ils soupçonnent que ce sont des combattants blessés qui y sont. Ils tuent dans un hôpital, l'hôpital saoudien, en 48 heures 500 personnes. Je ne peux pas chiffrer le bilan dans la ville. Nous avons les vidéos des vainqueurs qui sont souvent une façon d'exalter leurs exploits. On a les témoignages des victimes qui arrivent à fuir et qui arrivent à une centaine de kilomètres de la ville. Il y a un grand camp Tawila, un camp de réfugiés. Et là, nous avons les témoignages de ces rescapés. On ne sait pas exactement, je ne peux pas vous dire, il y a des centaines, il y a des milliers de massacrés, mais la population civile est en prise avec des personnes dont le but affirmé était d'en finir avec ces autres, cette alternance qui ne peut pas se porter. Vous allez nous raconter, on va faire une pause, mais vous allez nous raconter, parce qu'on entend souvent dire que c'est des musulmans qui tuent des chrétiens. Vous allez nous dire en fait ce qui se passe réellement dans un instant sur LCI. À tout de suite. De retour sur le plateau dans toute liberté avec Stephen Smith. Rebonjour Stephen Smith. On parle de cette guerre au Soudan, de cette guerre que le monde ne regarde pas réellement. Et vous allez nous expliquer qu'est-ce qui se passe là-bas. En fait, est-ce que c'est des musulmans qui massacrent des chrétiens ou est-ce que c'est plus compliqué que ça ? Non, il n'y a pas de chrétiens dans le Darfour, donc c'est entièrement une population musulmane. Et après, c'est une mosaïque où chaque éclat d'émail compte. Et c'est assez compliqué parce que c'est des Arabes nomades, suprémacistes parfois, contre des sédentaires qui sont plutôt ce qu'on appelle négro-africains. Donc des gens différents, on pourrait dire. Il y a une différence raciale, mais c'est beaucoup plus dans le mode de vie. Le général Emeti, qui est le chef des forces auxiliaires, lui, c'est quelqu'un qui est d'une tribu et qui a élevé des chameaux. Ensuite, il était dans le commerce de l'or. C'est un seigneur de la guerre. Et Darfour veut dire le pays des fours, qui sont des sédentaires. Et donc, vous avez aussi des immigrés qui viennent du Tchad voisin, notamment un groupe qui s'appelle les Sahawa. Il se trouve que c'est le groupe auquel appartient le président du Tchad. Donc, il va y avoir un stress test pour le Tchad aussi. Il pourrait y avoir une extension du conflit, puisque le président est du même groupe qui
qui se fait massacrer à El Fasher. En même temps, il a une alliance politique, comme nous d'ailleurs, avec les Émirats arabes unis. Et donc vous avez là une mosaïque qui est difficile à lire. L'Égypte est du côté de l'armée régulière, de même que l'Arabie saoudite. Et donc vous avez une interférence de puissance régionale dans une situation où les anciennes puissances tutélaires, comme les États-Unis, la France ou la Grande-Bretagne, l'ancienne puissance coloniale au Soudan, n'ont plus les moyens de leur ambition. C'est étonnant qu'on entende en France beaucoup que c'est des musulmans qui tuent des chrétiens. C'est sans doute une façon de se raccrocher à des choses un peu faciles à comprendre pour un peu tout le monde. En réalité, il faut ne pas avoir peur de la complexité, d'expliquer très très simplement les choses comme le fait Stephen Smith à l'instant. Donc oui, effectivement, vous avez deux protagonistes, deux grands acteurs, l'armée régulière du général Bourhan et puis ces fameuses forces de soutien rapide qui commettent les exactions dont on parle. Ils sont descendants des Janjaouides, c'est ça. Les Janjaouides, qu'on pourrait traduire le mâle à dos de cheval. Et ça, c'est les massacreurs. Il y a les écorcheurs. Et ils tuaient déjà, il y a 20 ans. On criait aux États-Unis au génocide. Maintenant, le génocide est devenu un grand massacre, en quelque sorte. Et il y avait 300 000 morts à l'époque, dont à peu près 60 000 qui étaient véritablement massacrés. Les autres sont morts de déplacements forcés ou de maladies. Et à l'époque, vous avez une grande mobilisation. Ça explique aussi l'absence de mobilisation, parce qu'il y avait George Clooney qui allait là-bas, et vous aviez Maya Farrow qui disait que c'est l'Olympiade des génocides. Il y avait beaucoup, on croyait savoir qu'il y avait un bon et un méchant. Et finalement, on a perdu, comme vous disiez, c'est pas si manichéen, c'est beaucoup plus compliqué. Et aujourd'hui, on ne sait pas qui est le bon, et donc on ne sait pas qui soutenir. Et en plus, nous sommes tous tributaires des pays du Golfe, des Émirats, et personne ne veut se fâcher avec eux. Qui joue une bataille là-bas. C'est des influenceurs, ce n'est pas pour rien la deuxième patrie de nos influenceurs. Ça m'amène quand même, avant peut-être d'entrer un peu plus loin dans cette complexité à la fois régionale et même internationale, parce que même les Ukrainiens et les Russes sont dans cette histoire. En termes de pays du Golfe, pardon Guillaume, les Émirats arabes unis. Qui est contre qui? L'Arabie saoudite soutient l'armée régulière, comme l'Égypte, qui veut une dictature militaire comme chez elle dans les pays voisins, qui est important, c'est quand même les eaux du Nil qui en dépendent. Et vous avez de l'autre côté les Émirats arabes unis qui soutiennent les forces auxiliaires, donc le fameux général Hemeti. C'est dingue. Et moi, simplement pour revenir quand même à cette réalité, El Fasher dont on parlait, qui est quand même à l'ouest donc du Darfour, il faut quand même imaginer que cette ville, pendant 18 mois assiégée, elle a été emmurée, avec à l'intérieur l'équivalent de 250 000 civils. Même plus. Plus peut-être. Aucun journaliste ne pouvait rentrer, mais à la limite, c'est presque accessoire, quoique, parce que ce sont des yeux, ce sont des témoins. Aucun humanitaire ne pouvait rentrer. Là-bas, on se déplaçait très difficilement sous les obus de mortier pour pouvoir manger et boire. Et ça m'amène à la question que je vais vous poser. 26 000 civils ont réussi à fuir, dit l'ONU. Et d'après certaines ONG sur place, ceux qui sont restés, et là je cite, sur place, encourt un risque de vague d'hyperviolence à la rwandaise. 800 000 morts en 3 mois, c'était en 1994. C'est exagéré de le dire et de le penser. Et sous question, pourquoi est-ce que, en fait, on se bouche le nez, on se ferme les yeux et on se bouche les oreilles? Plusieurs éléments de réponse. Je pense que c'est exagéré de le dire dans l'état de nos connaissances, pour exactement les raisons que vous avez données. Personne n'y est allé. C'est d'ailleurs l'endroit le plus au cœur de l'Afrique, puisqu'en raison de la forme de l'Afrique, c'est de là que vous avez plus de 3000 kilomètres à faire pour arriver quelque part à un océan. Donc c'est vraiment le cœur de l'Afrique. C'est difficile d'y aller, il n'y a pas de route. Le Darfour est grand comme la France, il y a 300 kilomètres de route goudronnée. C'est très difficile. Je suis allé à El Fasher, c'est aussi historiquement le siège du sultanat qui existait indépendamment jusqu'en 1916, donc jusqu'à la Première Guerre mondiale, et qui a été rattaché à cet État le long dans la vallée du Nil seulement à ce moment-là. Donc il y a aussi un risque, mais seulement un risque de sécession. En même temps, il y a des islamistes au Darfour, ils sont plutôt solidaires avec les islamistes à Khartoum. L'islamisme est plutôt du côté de l'armée gouvernementale que du côté des RSF. Et donc vous avez là à la fois des éléments sécessionnistes
protectionnistes, et aussi des raisons unitaires qui, comme ça, s'imbriquent. Eva ? Oui. Alors, ce qui est intéressant, c'est aussi qu'il y a une sorte de fausse narration autour de cette guerre qui fait partie des guerres oubliées, comme le Yémen. Par exemple, de dire qu'il n'y a pas des intérêts de puissances étrangères, alors qu'il y a un intérêt très précis qui est l'or. Le Soudan, si je ne me trompe pas, c'est le deuxième producteur d'or après l'Afrique du Sud. Et l'or est aussi le nerf de la guerre. Et c'est pas exclu que le fait que la guerre soit beaucoup plus virulente ces derniers mois, si je ne me trompe pas, c'est aussi parce que le cours de l'or a explosé. L'or qui transite par les Émirats et revient sous forme d'armes. Bien sûr. Je suis parfaitement d'accord avec vous que c'est une ressource de la guerre, mais là où ça devient compliqué, et les ressources sont un peu une sorte d'échafaudage rationnel, qu'il y ait une guerre ou non au Soudan, l'or du Soudan va toujours atterrir à Abu Dhabi, à Dubaï. Donc c'est à la fois un élément, mais c'est pas un élément décisif. Je pense que le contrôle géopolitique de l'entrée de la mer Rouge, donc la porte et l'arme d'Ar el-Mandeb, ça c'est plus important. Et le petit bac à sable que sont les Émirats trouve là une terre, y compris une terre à cultiver, qui pour eux est une sorte d'expansion de puissance. L'or, la gomme arabique, tout ça, c'est des ressources de la guerre, mais de toute façon, ça termine toujours sur la péninsule arabique. Merci infiniment, Stephen Smith, d'être passé sur notre plateau, parce que vous nous avez éclairé, on entend tellement de choses. Ouais. Non, mais c'est vrai, hein, Christophe ? Oui, c'est d'une complexité folle, il faut le dire, mais c'est ancré dans des décennies de ravages et de famine là-bas. Des décennies pour contrôler cette terre, en fait, on l'a compris avec beaucoup de choses en tête, c'est-à-dire en faire une terre agraires, l'or, les vieilles rancunes de tribus antagonistes. Et puis Paris qui tape du poing sur la table, parce qu'on est les alliés des Émiratis, par exemple. Il faut aussi le dire. Il y a ce genre de petites choses. Très exactement. Les États-Unis dépendent beaucoup des Émirats, nous aussi, et donc les investissements qu'ils ont chez nous et le fait qu'on a besoin maintenant d'eux comme intermédiaires, y compris en Palestine et ailleurs, fait que personne n'a un levier et donc personne n'a envie qu'on en parle, puisque n'ayant pas de levier, on étale notre impuissance. Merci beaucoup Stephen Smith. Je rappelle le titre de votre livre, l'affaire Ben Barka aux éditions Grasset. On en avait parlé la semaine dernière. Il est excellent ce livre, c'est le thriller de l'année. Merci infiniment d'être revenu sur le plateau dans toute liberté. C'est maintenant l'heure du carton rouge. Dans la nuit de vendredi à samedi, et on accueille Marie Belot, bien sûr, avec nous. Marie, vous êtes journaliste police-justice de TF1, LCI. Dans la nuit de vendredi à samedi, disais-je, Mathis a été tué sur le coup, après avoir été percuté par un chauffard qui roulait à vive allure en plein centre-ville de Lille. Racontez-nous, Marie, décrivez-nous ce qui s'est passé. Oui, vous l'avez dit, on est en plein centre-ville de Lille, il est 5h du matin, et il y a cet homme en voiture qui va d'abord refuser à plusieurs reprises d'obtempérer à la demande des fonctionnaires de police. Et on voit là cette image capturée par des passants de cette voiture qui roule à toute vitesse, qui va d'abord emprunter une voie de bus, griller un feu rouge, et qui, dans sa course folle, va venir percuter un piéton qui rentrait d'une soirée d'Halloween avec une amie. La victime, vous l'avez dit, c'est Mathis, 19 ans. Il devait avoir 20 ans dans quelques jours. C'est lui qui est violemment percuté par le chauffard et qui va décéder sur le coup. Le conducteur, lui, va s'arrêter quelques mètres plus loin. Il va tenter de prendre la fuite à pied, mais il va être interpellé par la police. Qu'est-ce qu'on sait de lui ? Ce chauffeur, il a 31 ans. Il était déjà connu pour des délits routiers notamment. Et il n'avait pas consommé d'alcool, c'est ce que nous dit la procureure de Lille en charge de l'enquête. En revanche, des bouteilles de protoxyde d'azote ont été retrouvées dans sa voiture. Et que disent les chiffres du protoxyde d'azote ? Alors, c'est très compliqué d'avoir des chiffres sur les accidents en lien avec le protoxyde d'azote. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'on nous dit que le gaz est indétectable dans l'organisme. Donc la police constate qu'il y a de plus en plus d'accidents en lien avec le protoxyde d'azote lorsqu'ils retrouvent ces fameuses petites bonbonnes dans les véhicules, mais on ne peut pas le mesurer. On ne peut pas mesurer un taux dans le corps. En revanche, les chiffres que l'on a, ce sont les chiffres de consommation. Et là, c'est alarmant. Un jeune de moins de 35 ans sur 10 en a déjà consommé en soirée, et parmi eux, 1 sur 2 a pris ensuite le volant. Le problème, c'est les effets. Oui. Le protoxyde d'azote dans les
cas où on en consomme un petit peu, c'est des nausées et des troubles de la vision, mais pas seulement. Je vais vous montrer cette campagne de sensibilisation qui a été lancée il y a 2 semaines par la Fondation Vinci Autoroute. Il parle certes d'un moment d'euphorie, mais ensuite il peut y avoir des pertes de connaissance, des trous noirs au volant, des risques de paralysie. C'est aussi très addictif. La conclusion de ce clip de sensibilisation, c'est il n'y a rien d'hilarant là-dedans. Bien sûr. Voilà pour les risques encourus lorsque l'on prend du protoxyde d'azote. Christophe, j'ai une question à vous poser, que je me suis posée ce matin. C'est-à-dire que quand vous avez un jeune homme comme ça, qui meurt, parce que le type a fait un refus d'obtempérer, en fait. Il faisait une sorte de... Ah, c'était un refus d'obtempérer ? C'était un refus d'obtempérer. Donc, il n'a pas été arrêté, il a tué quelqu'un. Vous vous souvenez je fais un parallèle que vous allez peut-être juger audacieux, mais vous vous souvenez que Naël, qui a déclenché tant d'émeutes il y a 1 ou 2 ans en France, c'est pareil, il avait fait un refus d'obtempérer, il en est mort, mais il aurait pu tuer quelqu'un. Pourquoi il y a eu autant d'émotions autour de Naël, et pourquoi là, finalement, on se dit, c'est le problème, c'est le protoxyde d'azote Au-delà de la logique sociale d'émeute urbaine qui s'est greffée sur l'affaire de Naël, comme elle s'était greffée sur la mort de Ziad Ebounia en 2005, et ça n'arrive pas à tous les faits divers tragiques, il y avait une grande différence. C'est la manière dont il a été arrêté. C'est que la manière dont les policiers sont intervenus sur la voiture de Naël, les 2 policiers du même côté, une arme rentrée par la vitre, appelait enquête, critique et démarche judiciaire. C'est aussi pour cela qu'il y a eu une différence. Là, les policiers n'ont pas tiré sur la voiture quand elle a fait le refus d'obtempérer. On ne sait pas jusqu'où les policiers, dans cette tentative d'arrêter la voiture, se sont sentis menacés dans leur vie. Donc chaque cas est différent. Non, je rapprocherai ça aussi d'un autre fait divers qui était issu d'un refus d'obtempérer. C'était à Montmartre, quelques années avant l'affaire Naël, où là, les policiers avaient tiré tragiquement. Ils avaient tué la passagère de véhicule, passagère qui a été montée dans ce véhicule un peu par hasard, au hasard d'une rencontre. C'est là que Jean-Luc Mélenchon avait fait son fameux tweet « La police tue ». Vous savez, et donc c'est extrêmement compliqué face au refus d'obtempérer de savoir comment on arrête les chauffeurs. Est-ce qu'on doit considérer que le refus d'obtempérer provoque immédiatement la légitime défense des policiers, qu'ils soient loin ou près de la voiture ou pas? Et ça, compte tenu du phénomène, il faudra peut-être le remettre en question. Il y a un refus d'obtempérer toutes les 30 minutes, c'est ça en France? Maintenant, c'est des chiffres énormes. L'enquête montrera pourquoi il y a eu refus d'obtempérer. Est-ce qu'il a vu les policiers et il a dit « je m'arrête pas, je fonce » ou est-ce qu'il était dans un tel état à cause du protoxyde d'azote? Est-ce qu'il était dans une sorte d'un autre monde et il se rendait compte de plus rien si ce n'est qu'il fonçait sur la route? Alors, visiblement, mais là je parle sous le contrôle de Marie, il a été vu, ou il aurait été vu par les agents en train d'aspirer avec un ballon de baudruche ce protoxyde d'azote et ayant été repéré, il a pris la fuite. Dans ces cas-là, mais c'est hypothétique, évidemment, cette bouffée de délire, il l'aurait eu au volant, il a accéléré pour le drame qu'on a connu. Après, 2 petites choses. Il y a des lois qui, visiblement, sont passées de l'Assemblée au Sénat, qui ont été votées ou discutées par les uns et par les autres. Pourquoi est-ce que le gouvernement, à un moment donné, ne fait pas un peu pause et ne se saisit pas des textes qui ont été discutés pour, à un moment donné, avancer sur cette question? Parce que c'est un drame. Le protoxyde d'azote, pour l'instant, il n'est pas considéré comme un produit... une drogue ou il est interdit aux mineurs. En fait, c'est un produit qui se trouve dans le commerce. Pourquoi? Parce qu'il y a un usage dans le monde de la pâtisserie. Ouais. On peut s'en servir pour mettre dans des siphons. C'est un gaz qui permet de faire des chantilly notamment. Donc c'est en vente dans le commerce. Il y a eu une première mesure en effet en 2021 pour une interdiction de la vente aux mineurs. Après, il faut la mesure qui s'accompagne avec des contrôles, parce qu'on le sait, dans certains commerces, on ne demande pas la carte d'identité systématiquement. Et là, effectivement, il y a une volonté par certains députés de faire une interdiction plus large, et notamment de ranger ce produit dans la catégorie stupéfiant, parce que là, la procureure de Lille, elle le précise bien. Il n'y a aucune disposition du code de la route qui sanctionne directement la conduite sous l'effet du protoxyde d'azote, comme c'est le cas pour l'alcool ou les stupéfiants. En revanche, ce qu'elle précise, c'est que chaque conducteur est tenu en toutes circonstances de rester maître de son véhicule. Et donc là, elle explique que cet homme-là, en prenant du protoxyde d'azote, ne s'est plus rendu maître de son véhicule et qu'il peut donc être poursuivi pour homicide routier. Eva, juste le problème là, c'est vraiment le protoxyde d'azote qui est très facilement achetable. Vous pouvez l'acheter simplement sur les grandes plateformes 3 clics sur Internet. Justement parce que le fait qu'il soit pas considéré comme stupéfiant fait aussi que les forces de l'ordre sont complètement paralysées là-dessus. On peut pas faire des saisies de protoxyde d'azote, justement parce qu'il a trop d'utilisation. On ferme cette séquence sur les mots du père de Mathis recueillis par les équipes TF1 LCI.
Vu le pédigré de cet individu, il devait pas être là. Et il y a un de ses amis qui m'a dit que ça faisait 2 heures qu'il tournait dans l'île à faire le franjo. Et ça doit plus arriver. En fait, c'est pas possible. Ça doit plus arriver. Après, je connais pas ce qu'il risque. Je me suis pas encore renseigné là-dessus. Mais j'espère que ce sera pas du sursis, qu'il sera emprisonné. Ça faisait 2 heures qu'il tournait, Marie. C'est quand même bouleversant ce témoignage. Bon, allez, on passe au 13 novembre. Vive après le Bataclan. Avec nous sur le plateau de retour En toute liberté, Arthur Desnouveau, vous êtes président de l'association Life for Paris et vous êtes l'auteur du livre Vivre après le Bataclan aux éditions du Cerf. 13 novembre 2015, 13 novembre 2025, 10 ans déjà, c'est dingue. Dans quelques jours, la France va rendre hommage aux 132 victimes et aux centaines de blessés des attentats du 13 novembre, perpétrés par un commando de l'État islamique. Vous étiez au Bataclan, Arthur Desnouveau, et parmi les 1000 spectateurs venus assister au concert des Eagles of Death Metal, vous avez été témoin de l'horreur. Fort heureusement, vous avez pu vous échapper aussi vite que possible et vous êtes investi très vite après à la tête de Life for Paris, une des associations de victimes. Vous dites dans votre livre, je vais vous citer, « Je préférerais moi que l'on parle de responsabilité de survivants, celle qui nous pousse à toujours faire plus pour être à la hauteur de ce surcroît de vie. Nulle culpabilité là-dedans, mais un sens du devoir et de la charge qui nous incombe. » Et ça, pour moi, ça incarne tout le projet du livre, c'est-à-dire transformer la survie en un engagement et la douleur en responsabilité. C'est-à-dire finalement sortir de votre statut de victime. Oui, c'est très étrange d'être victime. Il y a quelqu'un qui décide de faire de vous une victime. Et quand vous survivez à cette tentative de meurtre, que d'autres meurent à côté de vous, vous dites, j'ai eu de la chance. Qu'est-ce que j'en fais maintenant ? Et moi, le vrai carburant de tout ça, ça a été de me dire, j'ai la chance d'avoir une nouvelle vie qui s'ouvre devant moi. Il faut qu'elle soit à la hauteur de ce qu'auraient fait tous ces 132 morts. Et c'est en ce sens-là que je parle de responsabilité. C'est cette idée qui nous incombe à la fois de vivre plus, c'est aussi ça, survivre. 3 filles depuis, vous avez... 3 filles depuis, ça je peux vous dire que ça fait vivre plus. Ouais, ça c'est sûr. Mais aussi de donner du sens, enfin en clair d'être fier de la vie qu'on mène après. Et ça c'est vraiment très important, l'engagement associatif en fait partie. Mais pourtant vous voulez arrêter l'association cette semaine. Oui, si on pense à l'après-victime, il y a un moment où on se dit, bah moi j'aimerais pouvoir dire j'ai été victime, pas je le suis. Et ça, c'est pas très cohérent avec le fait de maintenir une association de victimes vivante. Parce que on l'a créé pour se protéger, pour avoir une personne morale qui nous représente, mais à un moment c'est aussi une forme d'enfermement. Et là, avec ces 10 ans, on aura un peu atteint tous nos objectifs, que ce soit la réparation, que ce soit la justice, que ce soit la mémoire avec l'inauguration d'un jardin. Et donc c'est pas facile, mais il était temps d'enlever la béquille qu'on s'était créée. Guillaume ? On se connaît avec Arthur Desnouveau, je suis très heureux de le voir en forme et prêt d'ailleurs à tourner cette page, parce que vous en parliez, moi j'avais été marqué par... Vous, Guillaume, pour préciser, vous avez suivi... Voilà, les 149 journées d'audience de ce procès du 13 novembre, duquel Arthur Desnouveau a été un acteur incontournable et majeur. Moi, j'ai été vraiment marqué par votre déposition à la barre en tant que président de cette association Life for Paris, tout en pudeur et en profondeur. Et pour rebondir sur ce que vous venez de dire à l'instant, Arthur, il faut tourner la page. Pourtant, vous aviez dit à la barre, moi ça m'avait marqué, les séquelles d'un attentat terroriste islamiste, ça s'apparente à une forme d'intranquillité permanente. Comment est-ce qu'on fait pour tourner la page quand on est dans l'intranquillité permanente ? Eh ben, je crois qu'en fait, il y a un moment où il faut accepter qu'on est dans une forme de rémission et pas de guérison, qu'on reviendra pas à qui on était avant, que cette intranquillité, elle va rester avec nous et qu'on apprend à vivre avec. Non, mais comment ça se traduit dans le quotidien ? C'est-à-dire que y a des trucs que vous aimez plus faire, il y a des choses qui sont un peu plus difficiles. Alors moi, par exemple, c'est les feux d'artifice et l'odeur de poudre, extrêmement difficile. Bon, les concerts, j'ai une stratégie d'évitement qui consiste à aller près de la sortie de secours, mais je crois que c'est partagé par plein de gens qui n'étaient pas au Bataclan. Un peu pareil dans les transports en commun. Et puis, encore une fois, cette responsabilité, il y a la difficulté de voir le débat public sur le terrorisme être complètement nul. Toutes ces choses-là, finalement, ça m'empêche un peu de trouver le repos. Pourquoi il est complètement nul, vous dites Parce qu'il n'y en a pas. Ça, c'est important, ça. Le seul débat sur le terrorisme qu'on a, qui n'est pas inutile d'ailleurs, c'est sur le sécuritaire. C'est on a organisé nos services de renseignement. On a déjoué des attentats. Voilà. Et donc, on est très bon à traiter les symptômes. Et ça, il faut vraiment féliciter nos policiers, nos services de renseignement, nos juges, qui font un super boulot. La vraie question, c'est que, on l'a encore vu hier, on nous l'a annoncé, il y a toujours autant de jeunes
qui veulent commettre des attentats, qui ont 17-18 ans, qui avaient donc 7-8 ans à l'époque, qui n'ont pas quitté le territoire. Moi, je sais pas si ça vous laisse tranquille, mais moi, non. Il faut s'en prendre au recrutement sur Internet, il faut s'en prendre au prosélytisme radical islamiste qui va aller chercher ces jeunes. C'est tout cela que vous appelez de vos voeux? Je pense qu'il faut en effet remonter un peu dans la filière. Toute cette propagande sur Internet, toute cette capacité qu'avaient les réseaux sociaux et que maintenant a Telegram à aller recruter, c'est hyper important. Puis il y a une question plus fondamentale, qu'est-ce qui rate dans notre projet de société pour que des jeunes Français se disent, finalement, la seule voie pour avoir un destin, c'est d'aller tuer la République et donc mes compatriotes. Oui, mais ça, vous en parlez. Bien sûr. Il n'y a plus de transcendance, justement. Pour moi, alors c'est un début de réponse et j'espère que des politiques et des chercheurs vont se penser sur le sujet, c'est de dire on a un État qui est devenu très managérial. Avant, on avait les religions qui donnaient des réponses aux gens sur pourquoi on vit. Ensuite, on a eu un État fort qui était capable de proposer des destins, de proposer un ascenseur social. Puis maintenant, on n'a aucun des deux. Et donc, quand vous avez des recruteurs djihadistes qui sont extrêmement malins et qui arrivent et qui disent moi, en fait, je vais te permettre de te réaliser, de te grandir, la transcendance, de dépasser, de toucher une certaine transcendance. C'est très facile pour eux de recruter. Et en fait, c'est facile. Le président Macron disait que vous tapez djihad ou je sais pas quoi. Oui, sur TikTok, avec les algorithmes. Sur n'importe quel. Et vous êtes tout de suite soumis à des images épouvantables. Au bout de 5, vous créez un compte sur TikTok. C'est mon ami Hugo Micheron qui a montré ça. Vous créez un compte sur TikTok. Au bout de 5 vidéos, vous en avez une qui fait du salafisme. Et au bout de 15, vous avez du vrai recrutement djihadiste. À ce propos, je tiens à dire que d'ailleurs, vous serez avec Hugo Micheron très prochainement. Ce soir, avec Hugo Micheron. À Paris, vous donnez une conférence précisément sur ces algorithmes, l'islamisme, cette façon d'être captivé, cette transcendance dont... Au bout de 5, ce que vous venez de dire, c'est au bout de 5... 5 du salafisme et je crois 15 un vrai contenu de recrutement djihadiste, de propagande djihadiste. Mais ça, c'est extrêmement grave. Oui, Eva. Mais c'est complètement aussi fou que la France, aujourd'hui, parler d'islamisme et terrorisme islamique, ce soit tabou dans un pays qui a eu 300 morts sur son sol. Pourquoi c'est tabou? Et aussi cette vision franco-française de pas voir ce qui se passe à l'étranger. C'est-à-dire l'islamisme progresse à peu près partout. Si on voit la côte est africaine, des États comme la Somalie, où la culture soufie a été complètement effacée par les Chebabs, si on regarde le Mozambique, la Tanzanie, si on regarde la Malaisie. Le Mali en ce moment, le Mali est sur le point de tomber. Il reste Bamako. Et les recruteurs. Et les attentats dans toute l'Europe, si on part pas si loin aussi, Eva. Mais simplement pour rebondir sur ce que dit Eva très justement et vous poser une question. Arthur, vous vous souvenez, 13 novembre 2015, le président François Hollande dit on n'est pas dans une guerre de civilisation. Et Si. Vous dites que vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec moi, je crois qu'on est dans une guerre de civilisation contre les djihadistes. C'est très clair. Et contre les islamistes radicaux. Il n'y a aucun doute là-dessus. Vous dites ça maintenant en France, on passe pour des fachos, c'est quand même... Christophe, excusez-moi. Non, le problème, c'est que vous êtes confronté à des gens qui vous mettent dans un amalgame. Vous dites, vous n'aimez pas les musulmans, vous êtes islamophobe. C'est pas la civilisation musulmane, c'est la civilisation djihadiste. Et il y a une civilisation djihadiste. Exactement. Il faut pas se tromper, ils ont un corpus idéologique qui dure depuis des dizaines et des dizaines d'années, que eux relient même de manière millénariste. Et c'est contre eux, c'est là que... Et il faut en protéger les musulmans. Voilà, exactement. D'abord, en même temps que les Français. Mais voilà. Et le point, il est là, Arthur. Comment est-ce qu'on fait pour se réapproprier la mémoire, notre patrimoine, celle du 13 novembre, au détriment de ces gens-là qui sont, par exemple, Abdeslam, il s'inscrit dans une dynastie, si je suis votre raisonnement. Bien sûr. Une dynastie, dans 200 ans, 300 ans, parmi les djihadistes, on parlera de cet homme. Mais déjà, je vous rappelle l'attentat à Moscou au Crocus Hall, qui est une copie de celui du Bataclan. Absolument. Dans leur eschatologie. Maintenant, faire un attaque dans une salle de concert, c'est parfaitement normal. Je crois qu'il faut affronter en face ce que le 13 novembre nous a fait à nous la France, les questions que ça pose. Moi, on me dit souvent génération Bataclan. Mais je suis désolé, moi j'ai 39 ans, j'ai plutôt l'impression d'être la génération Vigipirate. Ça fait 30 ans que je vis avec Vigipirate. C'est ça la réalité. Et on a complètement renoncé à se dire qu'on allait vivre dans une société assez apaisée pour qu'il n'y ait pas besoin de portiques à l'aéroport, de soldats dans la rue ou de barrières en verre en bas de la Tour Eiffel. C'est ça la réalité. Et ce débat politique-là, ce modèle ou pas personne ne le porte. On est capable. Pourquoi personne ne le porte? Parce que je vous dis, vous êtes taxé d'être Non, et je crois aussi que nos politiques sont sur des débats extrêmement courts. Et on est face à des ennemis qui, eux, ont le temps long avec eux. Quand vous parlez de tous ces pays qui sont en train de tomber, c'est des lames de fond qui progressent depuis 10, 20, 30 ans. Et nous, la prochaine élection, elle est toujours dans 1 an et demi. Et donc, c'est beaucoup plus rapide d'avoir une polémique assez simple avec des réponses toutes faites que de combattre un vrai ennemi qui a un projet politique complexe. Il y a un projet politique dans votre livre, en creux? Écoutez, je pense qu'il y a surtout une demande que la politique s'en empare. Et l'autre question, c'est de dire la paix, c'est beaucoup trop sérieux pour laisser ça aux politiques. C'est une question de société civile et on doit tous se battre pour elle. Et ça, je crois que c'est le plus important. Ah ouais, mais ça, Christophe, comment on peut faire?
D'abord, lutter contre l'amnésie, parce qu'on a tous envie d'oublier, faire comme si ça n'avait pas eu lieu et se dire, bon, en fait, ça ne reviendra jamais, c'était un accident. Faut lutter contre ça. Et puis, recréer un esprit de nation. C'est-à-dire que chacun, de la vigilance quotidienne jusqu'aux luttes les plus profondes, se sente petit soldat de la République. Ce que vous disiez. Hein. Exactement. Je pense qu'on a tous, on a 67 millions de hussards potentiels de la République. Il faut réussir à activer ça. C'est aussi l'occasion, avec ces 10 ans, là, de poser cette question-là à chacun d'entre nous. Est-ce que vous faites au moins un petit truc ? Je demande pas à chacun d'aller s'engager dans les choses très complexes, mais est-ce que les petits renoncements et le relativisme de c'est pas si grave, on est capable de le combattre ? Parce qu'en fait, c'est ça qui va nous permettre de remonter petit à petit la pente. Merci beaucoup Arthur Desnouveaux. Merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre livre, Vivre après le Bataclan aux éditions du CERF. Et tant que j'y suis, Guillaume, je rappelle le vôtre aussi, Jeune à crever aux éditions du Cherche Midi. Dans lequel est longuement interrogé Arthur Desnouveaux, qui était exactement un acteur incontournable et fondamental. Vous nous avez donné de l'espoir, Arthur. Merci beaucoup. C'est vous l'espoir. Politique en fait, en réalité. Il y a quelque chose de cet ordre-là en fait. Et c'est maintenant l'heure de la rubrique Il y a de l'espoir, un peu sans transition, comme on dit. Tout de suite. Alors figurez-vous, il y a de l'espoir quand les pompiers du feu, quand les soldats du feu jouent les apprentis humoristes. Arthur, c'est ce petit bonbon pour finir l'émission. Figurez-vous qu'ils nous ont refait le Casse du Louvre pour vendre leur calendrier. Et c'est quand même trop mignon. Je sais plus dans quelle région ça se passe, dites donc. Mais j'étais contente de voir ça. En Indre-et-Loire. Parce que en Indre-et-Loire, voilà. Parce que ils volent les bijoux de la famille. Alors là, en fait, c'est le calendrier des pompiers qui est sous la vitrine, et ils redescendent avec leur nacelle, leur échelle, pas de nacelle, mais juste leur échelle et leur trottinette pour gros pied nickelé. Voilà. Et ils ont laissé tomber le calendrier comme la couronne de la reine. Le calendrier. Et franchement, ça fait quand même du bien de voir ça. Et surtout qu'en France, on adore les pompiers. Ils sont 256 000 sapeurs-pompiers. 53 000 sont des femmes. Ouais. Et pour la petite histoire, 1946, c'est le moment où en fait ces calendriers apparaissent pour financer en fait les activités des amicales, de sapeurs-pompiers. Voilà le vrai bijou, le vrai joyau, c'est la vie. Et il sauve la vie des gens, les pompiers. Merci beaucoup, merci à tous les trois d'être sur le plateau de En toute liberté. Merci encore Arthur Desnouveaux. On se retrouve demain à 9h.